Bonjour à toutes et à tous. Nous vous remercions de nous avoir rejoints pour notre webinaire de ce jour, ayant comme thématique comment évaluer le risque fournisseur. Je me présente, je m'appelle Stéphane Martin, je suis responsable régional des ventes chez EZP Information Décisionnelle et suis en charge du développement des études et des veilles. C'est avec un grand plaisir que nous allons partager ensemble notre expertise sur ce sujet pendant ces 45 prochaines minutes. Ce webinaire est proposé et animé par EZP Information Décisionnelle. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, qui sommes-nous? EZP Information Décisionnelle est une société située à Saint-Ouen, créée en 1935, adhérente au Syntec Conseil et tout récemment au Conseil national des achats et propose un service unique et innovant. En effet, fort de ses 380 collaborateurs, comme nos experts sectoriels ou analystes ou encore veilleurs, EZP répond à une très grande réactivité avec une très grande réactivité à toutes vos questions. Dans un environnement imprévisible et instable, SVP accompagne les dirigeants et les décideurs des secteurs privés comme publics pour les sécuriser dans leur prise de décision au quotidien et ainsi leur faciliter la mise en œuvre de leur stratégie. Les analystes et veilleurs SVP Études et Veille ont pour mission d'accompagner nos clients dans la recherche et l'analyse de l'information grâce à nos bases de données inégalées en France avec plus de 11 000 sources et 500 000 sites exploités au quotidien pour sécuriser, décrypter des situations peu familières pour faire face à des contextes nouveaux et souvent inédits pour les décideurs en entreprise. Nous allons donc aujourd'hui nous concentrer sur le sujet du risque fournisseur. Je suis accompagné de Victorien Leleu et de Jérémy Gaillard, auxquels je laisse le soin de se présenter. Merci Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, donc je suis Victorien Leleu. Je suis spécialisé en intelligence économique et je travaille maintenant depuis plus de 3 ans chez SVP où je gère un portefeuille client sur leurs problématiques de veille, que ce soit marché, concurrentiel et bien entendu veille fournisseur. Bonjour à tous, je m'appelle Jérémy Gaillard, je suis analyste financier chez SVP. Donc au quotidien, je travaille avec des DAF, des acheteurs, des credit managers. Je les accompagne dans leur gestion du risque financier, rapport à leurs partenaires d'affaires, donc clients comme fournisseurs. Donc pour le webinaire d'aujourd'hui, voilà le sommaire que nous vous proposons. D'abord, nous allons voir comment évaluer le risque fournisseur. Ensuite, quels outils mettre en place pour l'analyser. Puis, quel dispositif pour maîtriser ce risque fournisseur dans la durée. Pourquoi les indicateurs financiers ne suffisent plus pour analyser ce risque. Et enfin, Stéphane nous expliquera quelles alternatives adopter pour les fournisseurs défaillants. Donc, tout au long de ce webinaire, vous avez possibilité de nous poser vos questions via le chat. Nous y répondrons à la fin de la présentation. Donc, comment évaluer le risque fournisseur? La gestion du risque fournisseur est donc une question essentielle pour les acheteurs, particulièrement lorsqu'il s'agit d'un fournisseur stratégique, c'est-à-dire un fournisseur qui fournit biens et services essentiels pour votre entreprise, pour le fonctionnement de votre entreprise. Ces fournisseurs sont difficilement remplaçables, l'arrêt de leur activité peut mettre en péril votre processus de production et induire donc des coûts financiers, mais également des coûts de qualité, d'image qui peuvent fragiliser votre entreprise par la suite. La notion de risque fournisseur est assez peu présente dans les bases de données financières classiques qui expriment le risque par une note. Donc cette note va représenter le risque de défaillance financière sur le court terme. Donc cette notation, qui est la principale valeur ajoutée de ces prestataires, est surtout pertinente et adaptée pour les directions financières, les directions commerciales, car elle répond à une problématique de politique d'encours client. Or, ce qui va distinguer le risque fournisseur stratégique du risque client, c'est cette nécessité d'avoir une vision du risque sur le long terme, donc sur des périodes allant de 3 à 8 ans. Et ce, en cohérence avec le timing de la criticité de l'activité du prestataire dans votre processus de production. Cette notation exprimée par les bases de données est donc insuffisante pour appréhender de manière précise le risque de défaillance financière quand il s'agit d'un fournisseur stratégique. En effet, l'analyse des indicateurs financiers, qui permet d'évaluer le risque fournisseur, va être différente selon que l'objectif est d'évaluer un risque de solvabilité sur le court terme ou d'établir la pérennité de votre partenaire d'affaires sur le long terme. Donc le caractère stratégique du fournisseur est un facteur aggravant puisqu'il appelle évidemment une plus grande vigilance et une plus grande sévérité, une plus grande finesse dans l'analyse des indicateurs.
Du coup, Jérémy, quels sont les indicateurs à analyser dans le cadre d'un risque financier? Risque fournisseur, on va plutôt donner la priorité aux indicateurs de long terme, donc les indicateurs qui permettent d'établir l'efficacité, l'efficience du business model sur une période de long terme. Donc, quels indicateurs vont nous permettre d'établir cela? Ce sont les indicateurs surtout de rentabilité, d'activité et de structure de coût. J'insiste sur le facteur de structure de coût, puisque c'est un facteur très important pour établir la pérennité du fournisseur en cas de baisse de l'activité, notamment. Mais là, je vous parle uniquement d'éléments financiers et ça reste insuffisant pour évaluer avec précision le risque financier d'un fournisseur. En effet, il faut accorder aussi beaucoup d'importance aux éléments extra-financiers dans l'évaluation du risque, puisque ça permet en fait d'adopter une démarche proactive. En fait, les publications financières sont souvent obsolètes, puisqu'il y a un délai de publication, sont parfois également absentes, donc c'est insuffisant pour établir le risque financier. Et surtout, d'autant plus dans un contexte économique très incertain, où la situation des entreprises peut se dégrader très très rapidement. Donc Victorien, dont c'est le métier de rechercher et puis d'interpréter ces éléments extra-financiers, va nous fournir quelques exemples pour illustrer la notion d'éléments extra-financiers. Oui, absolument. Ouais. Merci Jérémy de souligner, c'est que les éléments extra-financiers sont importants car ils vont vous permettre d'accéder à un type d'information qui n'est juste pas possible d'obtenir avec les éléments financiers. Donc, on va les catégoriser de trois façons. Il va y avoir les données légales, les données sectorielles et les données stratégiques. Donc, les données légales vont vous permettre de vous renseigner sur une ouverture de capital, une opération de croissance externe via une fusion, une acquisition. Ensuite, il va y avoir les données sectorielles. Donc, ça va être tout ce qui va être tendance de marché, attractivité du secteur, les innovations via les marques, les brevets. À titre d'exemple, un équipementier automobile de second rang, il sera toujours intéressé par la connaissance de son marché client, donc à savoir le marché automobile. Dernière donnée, donc ça va être les données stratégiques. Donc ça peut être une information issue de l'interview d'un dirigeant dans la presse professionnelle. Ça peut être une annonce d'un partenariat industriel ou bien une modification de la capacité de production via l'ouverture ou la fermeture d'une usine. Donc pour illustrer mon propos et vous démontrer vraiment l'importance de l'information extra-financière, je vais vous présenter un cas concret dans le cadre d'une veille réalisée pour l'un de mes clients. Donc, l'entreprise sous surveillance était un fournisseur qui était considéré à risque élevé par un organisme de notation financière. La raison est toute simple, c'est une absence de publication des comptes de résultats depuis de nombreuses années. Or, pendant le Covid, l'entreprise a su se réinventer en modifiant sa chaîne de production pour produire des masques, ce qui n'était pas du tout son cœur de métier. Le résultat, un nouveau savoir-faire avec de nouveaux produits et également la non-fermeture de l'usine, ce qui a permis donc du coup de rentrer du chiffre d'affaires durant une période qui était très délicate. Je te remercie Victorien pour ces précisions qui permettent d'illustrer beaucoup mieux le concept d'éléments extra-financiers. Donc, comme tu viens de le préciser, ces informations constituent une vraie mine d'or qui peut modifier fondamentalement l'appréciation qu'on a du risque fournisseur. Et ça constitue la différence essentielle en fait entre le risque sur le court terme et sur le long terme. Donc pour continuer, pour poursuivre, je vais vous montrer un exemple qui vous est présenté qui va illustrer la différence entre le risque client et le risque fournisseur. Donc on va regarder le cas d'un fournisseur stratégique qui a été anonymisé. Donc dans les chiffres qui vous sont présentés, on voit qu'à la clôture de l'exercice 2018, le bilan de l'entreprise est sain, sa structure financière est solide, et on le voit à son niveau de fonds propres qui est plutôt élevé, son endettement qui est plutôt faible, son niveau de trésorerie est confortable, c'est rassurant pour un partenaire, et son comportement de paiement est bon. Sa rentabilité, qui est certes faible, reste positive, donc les indicateurs sont tous plus ou moins positifs. Une base de crédit classique lui attribuera donc logiquement une bonne note financière qui établit donc un risque de défaillance faible, éventuellement même très faible. En risque long terme, la priorité sera donnée à des indicateurs de rentabilité et de coûts fixes. De coûts fixes, c'est-à-dire d'analyse de la structure du coût, la part des coûts fixes dans les charges d'exploitation de l'entreprise. Donc, la rentabilité de l'entreprise s'est dégradée, on le voit, en raison d'une priorité donnée sur la croissance du volume d'affaires par rapport à la rentabilité. Cela va donc réduire les flux monétaires qui sont générés par l'entreprise. Ces flux monétaires générés sont normalement nécessaires pour absorber les chocs externes que subit l'entreprise.
Et le constat est d'autant plus préoccupant que la part des coûts fixes dans les charges de l'entreprise est importante. Une entreprise avec des coûts fixes très importants a moins de flexibilité et donc moins à même d'absorber un choc externe. Donc, ces indicateurs financiers plutôt négatifs sont accouplés avec des informations presse sur des problèmes de retard sur un gros chantier, sur la perte d'un partenaire stratégique qui entraîne donc des coûts supplémentaires, puisque la société, suite à la perte de ce partenaire, va devoir internaliser une partie de sa production qui auparavant était sous-traitée à ce partenaire. Encore une fois, les coûts fixes vont s'en retrouver impactés et la situation de l'entreprise va se dégrader. On le voit d'ailleurs sur les chiffres qui vous sont présentés, les chiffres 2019, l'entreprise génère des pertes lourdes et vraiment un effondrement de la structure financière en un seul exercice. Donc, c'est uniquement à la publication des comptes 2019, donc qui arrive sur le premier trimestre 2020 au mieux, que les bases de données financières vont modifier leurs notes, qui étaient, je vous rappelle, de risque modéré, voire très faible, à risque élevé. Nos analyses nous ont permis d'anticiper et de prévoir 10 mois plus tôt que les bases de données, que la société allait se retrouver en difficulté financière. Merci, c'est très intéressant, Jérémy. Mais là, on parle de risque fournisseur pris en individuel. Mais pour une direction achat, comment définir le risque portefeuille de l'ensemble des fournisseurs stratégiques? Oui, tout à fait, Stéphane. Il est important d'avoir une vue d'ensemble. Pour un acheteur, une vue d'ensemble sur tout son portefeuille. Donc, pour avoir une vue d'ensemble, il faut créer un dashboard, enfin un tableau de bord interactif, qui permet de compiler l'ensemble des données, financières comme extra-financières. Une fois que le risque de défaillance financière individuelle est évalué, il faut définir un critère complémentaire qui est nécessaire pour affiner l'évaluation du risque. Donc, je m'explique. Quand je parle de critères complémentaires, on peut par exemple prendre dans le contexte actuel l'impact de la crise sanitaire sur le secteur d'activité dans lequel opère le fournisseur. Si le fournisseur opère dans un secteur particulièrement exposé, forcément le niveau de risque global sera plus élevé. On peut par exemple prendre comme critère complémentaire également la dépendance commerciale du fournisseur ou sa criticité, qui peuvent constituer d'autres exemples. Donc, ces critères vont permettre d'établir une cartographie du risque. La finalité sera une cartographie du risque qui présente l'ensemble du portefeuille fournisseur. Vous voyez cette cartographie dans la salle qui vous est présentée. Donc, la cartographie croise en ordonnée l'évaluation qui est faite du risque financier avec le critère complémentaire en abscisse. Donc, ça permet d'avoir une représentation synthétique et visuelle du risque portefeuille. Donc, dans l'exemple qui vous est montré, le critère choisi est l'impact économique du Covid-19. Donc, pour l'exemple, on va regarder plus précisément les sociétés 3 et les sociétés 10. Toutes deux ont un risque de défaillance un risque modéré de défaillance financière, ce qui n'amène pas plus de vigilance que ça de la part de l'acheteur. En revanche, si on croise ces données financières avec l'impact Covid sur le secteur d'activité, on voit que la société 3, elle, opère sur un secteur d'activité extrêmement exposé à l'impact de la crise sanitaire. On va donc identifier cette société comme nécessitant une surveillance plus spécifique. Dans cette partie, Jérémy, donc je vais vous présenter le dispositif principal pour gérer votre risque, qui va être le dispositif de veille. Donc, avant tout, je vais vous donner une définition de la veille. Donc, la veille, c'est un processus itératif qui s'inscrit dans le temps et la durée, et dont le but principal est de capter de l'information stratégique afin de mieux définir ses orientations. À l'inverse d'une étude de marché ou d'un benchmark concurrentiel, la veille va s'intéresser à l'évolution de l'objet surveillé. Donc, comme vous voyez sur cette slide, la veille est composée de 5 étapes. La première, ça va être la définition du besoin. Donc, pourquoi je vais surveiller mon fournisseur? Ensuite, en deuxième étape, on va donc identifier et paramétrer un certain nombre de sources. Je vais vous détailler un peu plus tard. Ensuite, on va donc, à partir de ce paramétrage de sources, collecter et sélectionner de l'information stratégique qu'on va ensuite, derrière, synthétiser et analyser pour ensuite diffuser à vous, acheteurs, qui vont donc prendre une décision vis-à-vis de votre fournisseur. Mais du coup, Victorien, qu'est-ce que l'on surveille? Car chaque société a des fournisseurs différents répondant à des besoins précis. Oui, absolument. Le besoin de surveiller un fournisseur stratégique est différent pour chaque entreprise, bien entendu. Et donc, une veille doit être entendue comme une prestation et doit être bâtie sur mesure. Donc, en effet, un fournisseur va pouvoir être qualifié de stratégique pour 2 raisons. La première, ça peut être qu'il est qualifié de monosource, donc c'est-à-dire qu'il va représenter une majorité des investissements dans un domaine. Et la deuxième raison, c'est qu'il va pouvoir peut-être posséder un savoir-faire unique. Et dans ce cas précis, il est très difficile
de retrouver un fournisseur avec le même niveau d'expertise. Donc, juste pour vous aider à y voir un peu plus clair, je vais vous énumérer 2 cas pratiques. Donc, pour le compte d'un de nos clients, nous avons suivi un fournisseur français faisant partie d'un large groupe international. Lors de notre collecte, le groupe a annoncé une restructuration suite à la crise sanitaire et économique, sans donner malheureusement plus d'informations sur quelle structure sera impactée ou bien quel pays. Ce qu'on a décidé, c'est donc d'étendre notre surveillance au groupe en question, à ses filiales, mais également aux organismes syndicaux, qui seront souvent amenés à communiquer autour des plans de licenciement. Effectivement, ces derniers se faisant souvent l'écho des discussions avec la direction. Et dans ce cas précis, c'est avéré que ce sont eux qui nous ont alertés les premiers sur la restructuration qui touchera malheureusement une usine française. Le deuxième exemple, c'est un autre cas avec un autre client qui en fait nous a contactés parce qu'il constate une diminution de ses échanges, de ses contacts avec un fournisseur qu'il qualifie lui-même d'historique. Il s'est même également vu refuser un allongement du délai de paiement. Et du coup, il se pose la question de savoir si l'entreprise souhaite cacher son état financier. Donc l'enjeu ici de la veille sera donc de détecter des signaux faibles, qu'ils soient aussi bien positifs que négatifs, via la communication de l'entreprise, mais également de son secteur. Et l'idée donc sera donc de confirmer ou d'infirmer les craintes du décideur. Donc j'en parlais tout à l'heure, on va mettre en place un certain nombre de sources de surveillance. Donc notre métier, on va donc surveiller le web, bien entendu, et on le distingue de 2 façons. Comme vous voyez ici, on va surveiller le web visible du web invisible. Donc le web invisible, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des informations publiques et publiées à travers différents canaux. Pour en citer quelques-uns, ça peut être la presse nationale, presse quotidienne régionale, presse spécialisée. Ça peut être, bien entendu, les sites internet corporate des entreprises, les réseaux sociaux, les offres d'emploi. Donc ça va être finalement tout ce qui va être référencé par les moteurs de recherche. J'entends bien sûr Google, Yahoo, Bing. Ensuite, il va y avoir le web invisible, donc qui n'est pas référencé par les moteurs de recherche. Et celui-ci est représenté à peu près, selon les dernières estimations, à 96%. Et donc, ça va être des ensembles des informations dont l'accès va être protégé, donc soit par mot de passe, comme les bases de données ou les intranets. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les avantages de la veille, s'il te plaît? Oui, alors pour vous, acheteurs, la veille va vous permettre de vous donner 2 avantages. Elle va vous permettre tout d'abord d'être alerté en temps réel, dès l'apparition d'une information stratégique nouvelle, qui va donc vous permettre de vous orienter très rapidement dans votre prise de décision. Deuxième avantage, elle va vous permettre de capitaliser des données, donc via la collecte, pour ensuite vous fournir une analyse des signaux faibles et de dégager, décrypter des tendances. Ici, pour illustrer mon propos, je vais donc vous présenter un exemple d'analyse possible. Donc, encore une fois, dans le cas d'une veille dont je m'occupe, je collectais les offres d'emploi d'une entreprise et il s'avérait au fur et à mesure du temps que celle-ci ne propose plus de CDI, mais uniquement des CDD, des offres d'alternance. Donc ici, le signal faible va être l'absence de CDI, indiquant peut-être des difficultés financières. Cependant, et j'insiste là-dessus, c'est qu'il est important de noter que lorsque l'on capte un signal faible, il faut le corréler à d'autres informations pour en tirer bien entendu les meilleures conclusions. En effet, donc la veille va vous permettre d'avoir accès à une multitude, une pluralité d'informations, mais il ne faut pas oublier les informations beaucoup plus informelles, qu'on appelle aussi grises. Donc contrairement à de l'information blanche, qui elle est trouvable partout, qui est légale, qui est libre, et de l'information noire qui elle est illégale, l'information grise pourra être issue d'un échange entre vous et vos fournisseurs, donc par exemple lors d'une rencontre, lors d'un salon professionnel, ou bien tout simplement d'un échange de mails. Ça peut être également une remontée terrain via votre force de vente ou bien votre réseau professionnel. Merci Victorien. Donc le travail de veille que vous a exposé Victorien permet donc de réévaluer le portefeuille fournisseur de manière récurrente, de manière régulière, et donc ainsi faire le bilan et l'ajustement de ses fournisseurs. C'est-à-dire savoir si la situation du fournisseur s'est améliorée, et donc peut-être peut-on l'exclure du portefeuille sous surveillance, ou dégrader, et donc peut-être peut-on accroître la surveillance. Ainsi ajuster sa politique d'achat. Donc rappelons ici que la veille est un processus itératif, donc modifiable dans le temps, et qu'il est conseillé de réévaluer les risques très régulièrement pour veiller les bons partenaires. Par conséquent, la veille doit se coupler avec une analyse fine des risques financiers. Mais la veille a un coût financier et de temps. Dans le contexte actuel, cela peut être économiquement et difficilement acceptable. On a donc besoin de connaître les retours sur investissement et comment concrètement mesure-t-on les bénéfices d'une veille faible afin d'anticiper les risques. Également, n'oublions pas la surveillance des indicateurs financiers
comme tu l'as bien souligné, Jérémy. Donc, la veille doit être vue et imaginée comme une assurance. C'est-à-dire qu'en investissant, en échange plutôt d'un investissement qui reste raisonnable, elle va vous permettre d'identifier des fournisseurs qui pourraient vous faire défaut dans votre chaîne de production. Et donc, remplacer un fournisseur qui dépose le bilan à un coût et prend du temps, la veille ici va vous permettre d'être proactif et d'agir au plus vite dans votre prise de décision. Mais du coup, Stéphane, après avoir détecté ces fournisseurs vulnérables, comment peut-on être proactif et surtout, quelle stratégie peut-on mettre en place pour anticiper ces risques? Alors, pour être proactif dans les décisions, cela va demander de sourcer davantage, tâches complexes et parfois chronophages, mais qui sécurisent vos achats et maintient votre chaîne d'approvisionnement en cas de choc exogène. Il est nécessaire de réitérer cette opération dès qu'on détecte une fragilité. Grâce au sourcing, vous pourrez ainsi réduire votre dépendance économique d'un fournisseur stratégique vulnérable et élargir votre panel de fournisseurs sur un même produit. Cela demande également d'analyser les nouvelles tendances de marché, notamment les innovations, dans le cas où un secteur est enclavé économiquement pour s'orienter vers un substitut et réduire sa dépendance. Voilà, nous avons abordé dans notre présentation la démarche que nos experts vous proposent pour évaluer le risque fournisseur. SVP vous accompagne naturellement dans la mise en place et la réalisation de ces outils. Ainsi, SVP vous propose la réalisation de la cartographie de votre panel de fournisseurs, ou encore la mise sous surveillance des fournisseurs stratégiques détectés par vos soins grâce à nos veilles sur mesure, et bien évidemment sur les phases de sourcing en France comme à l'international, grâce à nos études sur mesure réalisées en fonction de votre cahier des charges. Merci pour ces précisions, Stéphane. Et merci pour votre attention. Cette présentation touche à sa fin. Victorien et moi-même sommes à votre disposition donc maintenant pour répondre aux questions qui ont été posées via le chat. Alors, une question de Jean-Christophe. Comment mettre en place la surveillance d'un fournisseur à l'étranger? Je vais prendre du coup cette question. Donc, merci Jean-Christophe pour cette question. Donc, pour mettre en place la surveillance d'un fournisseur à l'étranger, finalement, la méthode va être la même qu'une entreprise en France. Donc, vous allez avoir un panel de sources. Ceci étant dit, assurez-vous donc d'avoir accès à un agrégateur de presse international, donc qui va vous permettre d'accéder à des sources internationales. Prenons peut-être, je ne sais pas, l'exemple ici d'une entreprise en Pologne. Eh bien, il sera intéressant d'avoir la presse polonaise, bien entendu, qui parlera peut-être éventuellement de l'entreprise. Donc, cet agrégateur va donc vous permettre d'accéder à ce type de source. Ceci étant dit, la démarche reste la même. Simplement, et j'imagine que ça coûte de source, c'est qu'il y aura la barrière de la langue. Donc, il faudra peut-être que quelqu'un parle le polonais pour interpréter les informations. Mais voilà, je pense que la démarche reste la même. C'est simplement les sources et les typologies de sources, donc les sources internationales, afin de récupérer l'information qui sera beaucoup plus précise. Autre question de Louis. Quels sont les moyens d'évaluer l'impact du Covid sur un secteur d'activité? Je vais répondre à cette question. Donc oui, en effet, comme on l'a vu au cours de ce webinaire, pour réaliser la cartographie qu'on évoquait, il faut essayer d'évaluer l'impact du Covid sur un secteur d'activité. Donc, pour évaluer cela, on a plusieurs outils à notre disposition. Tout d'abord, on a l'INSEE qui publie régulièrement des indicateurs d'activité liés à un code APE. Donc ça constitue déjà une première base, on va dire une première base quantitative pour avoir une indication sur la tendance d'un secteur d'activité. Mais bon, c'est souvent insuffisant. Couplé à ça, on va regarder aussi les publications des fédérations professionnelles. Donc ces publications, on va avoir des chiffres, mais également des éléments plus qualitatifs qui vont permettre d'affiner en fait notre évaluation de l'impact du Covid sur le secteur d'activité. Donc ça va être les deux principales sources qui vont nous permettre en fait d'évaluer un peu l'impact du Covid sur le secteur d'activité dans lequel opère ce fournisseur. Dernière question de Stéphane. Si une entreprise ne dépose pas de compte financier et qu'il n'y a aucun élément presse, comment déterminer son risque financier, notamment dans les pays en développement?
Alors, c'est une question difficile. C'est une question difficile puisque en l'absence de total d'éléments presse, en l'absence de publications financières, ce qui est courant, ce qui est assez courant dans les pays en développement, on a assez peu d'éléments sur lesquels se baser pour établir en fait le risque fournisseur lié à ce partenaire. Donc pour l'établir, on va déjà plus se baser sur des données macro, c'est-à-dire déjà sur des données plus liées au risque pays. C'est-à-dire que en fait, le risque fournisseur ne sera plus vraiment lié à des facteurs économiques, mais peut être plus lié à des facteurs politiques. C'est-à-dire que une société, un partenaire qui fonctionne plutôt bien, peut être la victime d'une instabilité politique et donc peut se retrouver impacté, on peut perdre un fournisseur de cette manière-là. Donc sur les pays en développement, on va être beaucoup plus vigilant sur des facteurs macro, des facteurs d'instabilité politique, de corruption. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui sont disponibles via des bases de données telles que des associations comme Transparency International, qui nous permettent d'avoir une vision sur le risque lié au pays. Et moi, je peux même me permettre d'ajouter, c'est la veille ici, donc ça se ressemblera finalement à une veille risque fournisseur, mais vous avez, oui, on peut mettre en place une veille risque pays, donc qui va donc vous permettre de surveiller les événements dans un pays. Donc la politique, les différentes tendances macroéconomiques, enfin, il y a tout un nombre incalculable de données qui vont vous permettre donc d'avoir l'information et donc de surveiller comment se passe le développement dans le pays. Donc, si on n'a plus de questions, je tiens à tous vous remercier déjà pour votre attention et vos questions très intéressantes. Donc, ce webinaire touche à sa fin et je vous remercie tous pour votre attention. Merci à vous. Merci.